déjà dépassé de quelques minutes le temps d'arriver à la ferme refaire. J'aimerais juste proposer ici une toute petite réflexion qui va dans la ligne de ce que Hervé Covez a mentionné. Ces arbres, plus ils deviennent vieux, plus ils deviennent précieux, plus ils ont de solutions pour le système naturel environnant. Et que ça signifie lorsqu'on laisse vivre des arbres très vieux jusqu'à arriver à leur mort naturelle. Mais on sait que certains arbres ne sont pratiquement pas planifiés pour mourir naturellement. Certains sont vraiment là pour dépasser les millénaires. Les exemples connus, c'est pas spécialement le chêne qui pousse souvent des sols presque trop bons pour vivre très longtemps. Il faut des conditions très difficiles. Plus les conditions sont difficiles pour un arbre, plus il a de chances de devenir très vieux. Les plus anciens, c'est les Bristol Cone Pines, les montagnes rocheuses, des conditions pratiquement impossibles. Quelqu'un connaît toute la région. Et plus c'est difficile, plus les arbres deviennent coriaces, deviennent solides et tenaces, et font presque rien comme accroissement, mais atteignent des âges fabuleux qui dépassent 5000 ans. Un autre exemple pour l'Europe, c'est l'if en Écosse. Le plus gros if dans le centre de l'Écosse atteint un âge qu'on estime éventuellement aussi dans la région de 5000 ans. Et maintenant, pour un forestier ou un agroforestier qui a tout un système à disposition, à qui on suggère de laisser vieillir des arbres, on ne va naturellement pas laisser vieillir tous les arbres parce qu'on a aussi besoin de bois. Mais qu'est-ce que ça signifie pour la forêt lorsque la population des arbres sait que ici on laisse vieillir les anciens? C'est tout différent qu'une forêt avec la consigne. Ici, on va tous y passer. On va tous passer à la casserole avant que ce soit notre âge. Là, vous avez une autre ambiance dans cette forêt. Non seulement ces solutions phytosanitaires, etc. Simplement, je propose de penser à l'ambiance de croissance. Elle se met à la place des plantes. On sait qu'elles communiquent. On va entendre même qu'elles font des signaux qui se transforment en musique par l'homme, mais peut-être qu'elles aussi s'entendent musicalement. De pousser dans un contexte géré par l'homme, où on sait, j'ai une petite chance de devenir le Mathusalem prochain, et si ça va bien, je serai ce vieux chêne qui va prendre un relève lorsque celui-ci aura été renversé par une tempête. C'est une toute autre ambiance qu'une forêt qui est vraiment gérée uniquement pour la production, et où il manque cette notion de sacralité, de respect, où on laisse les anciens mourir de leur mort naturelle. Je pense que cette dimension peut être profitable au monde végétal autant qu'au monde humain. Pour nous, ce serait impensable de devoir se dire qu'à un moment donné, on va être euthanasié. C'est terrible de penser comme ça, à moins que ce soit librement voulu. Mais si c'était dicté d'en haut, ce serait une société invivable. Et c'est ce qu'on est en train de faire aux plantes. On les condamne toutes, en général, à finir d'une mort. Est-ce que les plantes meurent? C'est une question. La carotte a été suggérée. Et pour les arbres, c'est quand même autre chose. On a parlé au niveau personnel de ce qui peut éventuellement vivre dans un arbre. Est-ce qu'il y a un esprit dans l'arbre? Je ne vais pas pouvoir le prouver, mais je ne peux pas prouver le contraire. Et c'est des questions comme ça qu'on peut laisser tout à fait de côté ou bien devant nous et agir en laissant la réponse ouverte. Et ça crée tout un climat dans une ferme et probablement un climat de santé qui permettra d'avoir des plantes plus saines, plus d'oiseaux, etc. Une ambiance festive par rapport à une ambiance plombée. Voilà ce que je voulais dire au sujet de ces chênes. Peut-être quelque chose encore, naturellement? Non, c'est vrai que, bon, on l'a vu tout à l'heure, les chênes. Juste, il y a cette plante qui est assez mal aimée, qui s'accroche à vos pantalons, à votre chien quand vous le promenez. C'est la bardane. Et je pense que, voilà, c'est sûr que dans l'avenir, on en parlera. Elle a des propriétés antibactériennes voilà, qui sont bien.
avec des feuilles, voilà. Et moi je me suis taillée tout à l'heure dans la cuisine, et si jamais ça s'infectait, je prendrais de la bardane, je pourrais l'infuser et faire une cataplasme, ou même là de suite je pourrais prendre une feuille, la triturer, et faire un bandage avec ça. Ça a des propriétés antibactériennes et puissantes. Et les Japonais mangent une variété de bardane qui s'appelle le gobo. Voilà. Donc on peut aussi manger la racine, pas maintenant, mais les racines ça se mange à l'automne. C'est la logique des choses. Manger les racines à l'automne. Suggéré de le faire. On a, grâce en fait à ce groupe d'agroforesterie, des collaborations ont eu lieu, et surtout des insistances quand est-ce que sort ton livre sur ce que tu racontes, sur ce que tu essayes de raconter. Et je me suis mis depuis quelques années, ça a pris pas mal de temps, et avec beaucoup de chance grâce au support d'Alain Canet en particulier, qui m'a mis en rapport avec l'éditeur Actes Sud, plus prestigieux que tu meurs, c'est pas possible. Et là on a progressivement mis au point un livre qui porte le livre Les arbres, au départ le titre c'était La croisée des invisibles, maintenant il s'appelle Entre visible et invisible, parce que du visible il y en a vraiment beaucoup, mais il y a beaucoup d'invisibles. Et là j'essaie de montrer ce que les arbres sont aussi, en plus de ce qu'on voit ou de ce qu'on dit en général, en passant en revue même la photosynthèse, on parle de la vraie photosynthèse, c'est fabuleux. C'est comme d'avoir un chou-fleur de tomates hors sol et puis des vraies tomates. Il y a une photosynthèse de dictionnaire et puis il y a une vraie photosynthèse qui est absolument incroyable, qui révèle des choses, des univers en fait, concernant en particulier l'eau. Mais ce livre il commence par un chapitre sur les peuples de l'arbre et des arbres sacrés. Je crois que c'est important de se souvenir de ce qu'était l'arbre pour les peuples anciens, les peuples autochtones. Et nous aussi, on est issus en fait de peuples autochtones. Les Gersois, c'est pas des... C'est autre chose que les... Voilà. Les Gascons, les Helvètes, c'est pas des gens du Limousin, etc. Qu'est-ce qu'on porte en nous, et là on peut parler de mémoire cellulaire, qu'est-ce qu'on porte en nous comme mémoire qui est quelque part cachée. Et les arbres nous permettent probablement de renouer en fait avec une ancienne manière de voir la nature qui a amené les hommes à attribuer une certaine sacralité aux arbres. Certains arbres on n'y touche pas, c'est tabou. Peut-être qu'on est en train d'y revenir un peu quand on parle de ce vieux chêne. Ensuite, il y a des chapitres sur la chronobiologie, les rythmes dont on parle pendant plus, mais que la science a découvert, qu'on a toujours évacué. Il y a des perles de recherche qui ont été faites, qui ont été ignorées et qui ont été mises de côté par la science conventionnelle. Mais je tiens à parler de la science de manière générale. Il y a des manières conventionnelles de voir les choses, d'interpréter les choses de manière darwinienne, simplement par le principe de concurrence. Mais il y a une autre science qui a souvent été mise de côté, tout aussi sérieuse, scientifique, qui parle aussi d'évolution, mais d'une évolution positive par la synergie, et en particulier ici dans ces phénomènes de croissance et de développement des arbres. On a pu montrer qu'il y a énormément d'astronomie qui a lieu là-dedans. Les arbres sont en communication avec les cycles astronomiques, et ce sera un peu le thème de ma présentation de ce soir. Et on finit ce livre avec un chapitre sur les partenariats pour la fertilité. Qu'est-ce que les arbres peuvent apporter à l'agriculture, comment est-ce qu'on peut renouer la foresterie et l'agriculture pour en faire un système viable et intéressant, y compris les plantes sauvages. Là j'ai un tout petit peu là-dessus, mais cette notion d'arbre qu'on laisse vieillir, auquel on laisse la possibilité de donner une ambiance, comme ça se faisait aussi dans certaines manières de gérer les Indiens de leurs terres forestières. Voilà un peu ce qui est en train de se préparer. Ça va sortir en septembre. On peut le précommander? Il est déjà sur Internet, oui, il est déjà annoncé. On peut déjà le précommander.
comment. Il y a une version qui a Paysage et Marcia qui est déjà imprimée. Je ne sais pas si c'est visible ou invisible justement, mais si on peut le montrer, mais j'ai une version. Ah d'accord, vous l'avez. papier Oui, d'accord, c'était trop lourd pour moi. Vous pouvez le montrer volontiers. Ouais. Et il y a justement des contributions de Nadine Margaret, qui est biochimiste, qui a contribué à des encarts, à des chapitres. Alain Canet, Bruno Sirven, et puis le magnifique cadeau, c'est que Francis Abel a fait une préface à ce livre. Alors ça sera la surprise de l'automne, comment ce livre sera reçu par les milieux intéressés. Francis Abel en a fait l'éloge au début d'année, là, il en a fait l'éloge. Merci de le dire. Ouais, il faut dire les bonnes choses, il y a tellement de choses négatives que les bonnes choses, il faut les dire. Donc, au repas de ce soir,